On repart les amis, Wilfried Galland, salut Wilfried. Salut Stéphane. Stratégiste Montpensier Finance. Alors, il se trouve qu'on en parlait à la fin de la semaine dernière avec l'un des profs de ParisTech. Oui, c'est ça, c'est ParisTech. Discussion absolument passionnante autour des monnaies digitales de banque centrale et du Bitcoin. Mais alors lui, il balaye le Bitcoin, mais d'un revers de main. Mais alors, voilà, vous embêtez pas avec ça. Le sujet, c'est les monnaies digitales de banque centrale. Je sais même pas pourquoi on parle du Bitcoin. Enfin, voilà. Mais vraiment, alors, le type laminé. Ça a duré 1 minute sur le Bitcoin. Parlons d'autre chose, parlons de choses sérieuses. Il y a un truc, donc on va reparler de ce que j'appelais moi bataille digitale, parce qu'il se trouve que la France, la Banque de France, fait des tests, a fait un test et donc a émis pour la première fois. Alors, mais c'était une réelle émission ou c'était juste un test, Wilfried ? C'était une réelle émission, mais qui a été annulée à la fin de la journée. Pour en fait qu'il n'y ait pas d'impact sur les comptes. D'accord. Mais en fait, on voulait voir si ça marchait, quoi. Tout s'est déroulé de l'adjudication au règlement livraison sur les principes de la blockchain et de la monnaie digitale. Donc en monnaie digitale de banque centrale. Exactement. Voilà. Donc elle faisait ça évidemment au nom de l'Eurosystème. Absolument. En monnaie digitale de banque centrale. Ouais. C'est une date, c'est important. Je dois dire que je réfléchis à ça, ça m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est une étape importante parce que c'est le moment où on fait rentrer le vieux monde monétaire dans l'ère du digital, mais surtout du traçable. C'est-à-dire qu'en fait, l'intérêt des monnaies digitales de banque centrale, c'est qu'en fait, on peut tracer tout ce qu'on est en train de faire, chaque euro, et on peut lui attacher des propriétés. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que la monnaie devient quelque chose non pas à la fois totalement fongible, et en même temps totalement différencié granulairement. Si tu tires ce fil, tu as le vertige. Hein. Oui, on est d'accord. Si tu tires ce fil, alors on en parlait la semaine dernière, si vous étiez avec nous, je pense qu'on peut en remettre une couche parce que c'est passionnant. Ça veut dire, en gros, la Banque centrale peut décider d'aller soutenir... Alors, Wilfried Galland, non, il n'en aura pas besoin, non. Stéphane Soumier non plus, mais directement des ménages qui en ont besoin et qui auront été ciblés pour l'efficacité de sa politique monétaire. Exactement, ou des entreprises, ou des secteurs, tous ceux qui consomment d'une façon ou d'une autre de la monnaie peuvent avoir effectivement accès de façon précise à telle ou telle ressource, et en plus que cette ressource soit affectable. Voilà. Affectable, voire éventuellement avec une date de péremption. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est... Attends, reste sur la date de péremption, Wilfried. C'est super important, la date de péremption. C'est-à-dire qu'en fait, on ajoute la dimension temps à la dimension, à toutes les dimensions. Et donc, si on veut vous forcer à investir, on dit, voilà, je te donne 1 000 €, mais c'est maintenant, tu les dépenses dans les 3 semaines. Voilà. Après, c'est fini. Tu as 1 000 €, mais après, ces 1 000 € peuvent disparaître. Voilà. Comme tout. Un truc de dingue. En fait, mais exactement. Et en fait, ça ouvre des champs extrêmement importants parce que là, on se focalise sur ce qui est le plus visuel, c'est-à-dire quelque chose, cette monnaie s'autodétruira dans 5 secondes si vous ne l'avez pas utilisée. Exactement. C'est mission impossible. Exactement. Mais toutes les caractéristiques possibles attachées au digital peuvent être attachées désormais à la monnaie. Sur effectivement la façon de l'utiliser, le timing, les canaux d'utilisation, avec évidemment, et c'est là où toutes les questions aussi se posent, une traçabilité totale. Donc voilà. Alors maintenant, l'autre question qui se pose, fondamentale, c'est sous l'autorité de qui ? Oui. Parce que c'est la Banque centrale. Donc l'euro digital va être émis, dirigé, piloté par la Banque centrale. Et avec quelle coordination avec les banques commerciales ? Alors oui, peut-être, mais surtout avec quelle coordination avec les gouvernements ? Parce qu'aujourd'hui, on le répète, aujourd'hui la Banque centrale, elle rachète les dettes, et donc elle permet au gouvernement de faire ce qu'ils veulent, globalement, avec l'argent disponible. Ouais. Avec la monnaie digitale de banque centrale, c'est fini. Disons qu'avec la monnaie digitale de banque centrale, c'est un outil. Il ne faut pas oublier, c'est un outil. C'est pas une politique, mais c'est un instrument direct pour mettre en place une politique. La question, c'est qui va décider de la politique. Oui. Parce que la question, c'est si la banque centrale elle-même décide de quelque chose qui serait directement de la politique, alors elle n'a aucune vocation, par exemple, à être indépendante du pouvoir politique. Parce que c'est au pouvoir politique de décider. C'est pas à la Banque centrale. Donc ça, oui, mais le pouvoir politique peut pas donner des ordres à la Banque centrale. Aujourd'hui, non. Mais si jamais on décidait
que les possibilités ouvertes par cette nouvelle technologie et la démultiplication possible de politiques budgétaires ou de politiques globales par la monnaie nécessitait d'avoir une connexion, on va dire, qui soit véritablement ouverte. Aujourd'hui, la connexion, elle existe. La connexion entre les pouvoirs politiques et les banques centrales, elle existe. Elle est non dite, mais aujourd'hui, les banques centrales financent directement. Et quand on leur dit, bon, on a besoin de financer, elles financent. Oui, elles financent directement les États, mais après, les États restent totalement maîtres mais de l'attribution des sommes qu'ils reçoivent. Mais il n'y a aucune raison pour que ça ne soit pas le cas. Simplement, la Banque centrale a la possibilité d'utiliser cette nouvelle monnaie pour rendre la politique plus efficace. Aujourd'hui, un État ne peut pas donc dire... ça veut dire que la Banque centrale agira en fonction sur les citoyens français, en fonction des directives que lui aura donné le gouvernement français. Ça veut dire qu'elle a la Ça, c'est impossible. Voilà, qu'elle a la possibilité de le faire. Mais c'est impossible, Wilfried. Enfin, à chaque fois, c'est ce qu'on dit, mais jamais les Allemands n'accepteront un truc pareil. Je suis d'accord. Et puis, ils auront bien raison, d'ailleurs. Jamais le marché n'acceptera un truc pareil. Tout à fait. Donc, je pense que ce qui est important dans tout ça, c'est qu'effectivement, la technologie permet d'avoir une traçabilité et permet aussi d'éliminer un certain nombre de pratiques qui se font aujourd'hui par des messageries instantanées, par des messageries sécurisées, pour dire on a le sentiment et la certitude que les procédures aussi importantes que l'adjudication de dettes de ce qui est quand même le socle du système financier international, c'est-à-dire les dettes des États, on peut absolument les tracer et il peut y avoir aucune manipulation. On sait qu'on peut avoir des manipulations, par exemple, on l'a connu dans le domaine des taux d'intérêt, la fameuse manifestation. Ah ouais, tu penses à ça. Mais c'est des détails à chaque fois, ça. Aujourd'hui, c'est des détails. Mais en fait, la technologie permet d'avoir une traçabilité complète. Et effectivement, ça ouvre des champs qui sont absolument vertigineux, mais qui sont contraires à ce qu'aujourd'hui on a identifié comme étant l'architecture solide de la relation entre la Banque centrale d'un côté, les États et cette association d'États qu'est l'Union européenne. Absolument. Et donc, il faudrait un changement orthogonal, comme dirait le président de la République. Ouais, exactement, c'est orthogonal. Il faudrait un changement totalement majeur dans l'approche et un changement qui soit un changement de traité. Aujourd'hui, on peut imaginer que ça ne se fera pas. Mais on a posé le truc, c'est-à-dire la technologie est en train de rentrer en frontal. Et tu sais ce qu'on dit, c'est qu'en général, quand ça devient possible, un jour, ça rentre en pratique. Voilà. Donc il faut garder ça en tête. Je pense qu'il faut. Et sinon, d'autres le font à votre place. Absolument. Et c'était la grande thèse de ce professeur la semaine dernière. Les Chinois sont en train de le faire, vont le faire en Afrique. Ouais. Et il y a là une influence supplémentaire. Absolument. Bon. Mais alors, ça nous amène... il nous reste 5 minutes. Donc, on ne va pas encore avoir le temps de faire le Bitcoin structurellement inflationniste. On n'aura pas le temps. Déflationniste. Déflationniste. Ce qui m'intéresse, c'est les risques de régulation autour de la tech. C'est-à-dire que là, Facebook, hier soir, a passé à son tour la barre des 1 000 milliards de dollars. Ça va devenir le standard. C'est parti. Où est-ce que tu vois un risque de régulation, justement, autour de la tech ? En fait, la tech... c'est un peu le grand méchant du 21e siècle. C'est-à-dire on considère que tout ce qui est déjà gros, puissant et incontournable est nécessairement quelque chose dont il faut, je ne dirais pas se débarrasser, mais qu'il faut rendre, qu'il faut apprivoiser, quitte à utiliser la manière forte. Il faut lui poser le pied sur la nuque. Exactement, il faut lui poser le pied sur la nuque. La question, c'est qu'en faisant ça, on a un coût qui peut être relativement important pour l'économie en général. Un coût sur l'innovation, ce sont des plateformes, alors certes, qui peuvent écraser la concurrence, mais qui ont une puissance d'innovation. Aujourd'hui, dans le spatial, rien n'aurait été possible si on n'avait pas eu la puissance de ces gigantesques plateformes et la puissance de Jeff Bezos qui se dit finalement je vais moi aussi mettre un pied dans le spatial et ça entraîne énormément de choses. Est-ce que ça va donner quelque chose d'infini ? Oui, c'est marrant que tu utilises cet exemple parce que c'est un exemple sur lequel moi, il faut le dire tout doucement, on n'a pas le droit, mais je me demande si on n'est pas en train de cramer du pognon pour rien. C'est une possibilité qu'il ne faut absolument pas écarter. mais comme souvent dans ces aventures, il y a souvent quelque chose qui en ressort, qui est dur. Thomas Pesquet qui nous envoie ses photos, là, toujours pas compris. Mais donc il y a une capacité d'innovation, il y a une capacité de puissance financière, et puis il y a surtout des services
qui sont extraordinaires, qui sont délivrés à la fois aux entreprises, aux particuliers, dans des régions qui parfois étaient à l'écart de ce type d'entreprise. Et tout ça, si on est en train de remettre des coûts à l'intérieur, voire de briser la possibilité de rendre de façon fluide ces services-là, par exemple tout ce qui est service de livraison, hein, si on sépare par exemple le service de livraison d'Amazon de la possibilité pour Amazon d'utiliser ce service de livraison, bah, ça va être moins fluide, ça va être moins efficace. Alors oui, on va laisser d'autres personnes rentrer, mais à quel prix, à quel coût il faut bien c'est intéressant. En fait, je pense qu'il faut bien calculer tout ça. C'est-à-dire que le prix d'une organisation de la société n'est probablement pas nul. Est-ce qu'on l'a bien mesuré ? Moi, c'est la question que je pose. Est-ce qu'on l'a bien mesuré ? C'est-à-dire qu'on a besoin... C'est un peu comme quand on discute avec les Américains des relations avec la Chine. De temps en temps, ils disent... Les relations avec la Chine, on doit certes être partenaire, on doit les confronter, on doit être rivaux, mais de temps en temps, on doit être partenaire. On doit aussi être partenaire des GAFA. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un ennemi. Et là, le danger que je vois aujourd'hui, c'est que dans tout le prisme qu'on a vis-à-vis d'eux, on les présente de façon univoque comme étant l'ennemi à mettre effectivement sous un joug. Ouais. C'est probablement pas, une approche aussi simple n'est probablement pas l'approche la plus pertinente qui soit. Ou en tout cas, c'est une approche qui coûte. Est-ce qu'on est bien ? Non, mais c'est super intéressant. Et toute cette... alors là aussi, j'ai pour le coup découvert des choses incroyables. Là encore, c'est une interview que vous pouvez aller retrouver sur Bismart autour du nouvel impôt mondial. On ne cite jamais le numérique, mais à un moment, quand un gars dit « Et au fait, il n'y a pas Amazon dans votre truc. Ah merde, il n'y a pas Amazon !» Et donc on se met la tête à l'envers pour essayer d'y mettre Amazon à tout prix. Parce que Amazon réinvestit. Oui, voilà. mais ça va tout à fait dans son sens. C'est-à-dire la tech, c'est la cible. La tech, c'est la cible aujourd'hui. Et je n'avais pas du tout... à l'état d'esprit ce que tu as dit. C'est quoi ta phrase ? Elle est brillante, ta phrase, encore une fois, Wilfried. Le coût d'organisation de la société, voilà, l'organisation d'une société a un coût. L'organisation d'une société a un coût. Exactement. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de créer ce que certains penseurs onégéens appelaient ça les boucs émissaires. Donc les boucs émissaires de nos problèmes sont les grandes plateformes. Hein, ils sont responsables de tout, du fait qu'on a des déficits publics, du fait qu'on n'a pas assez de concurrence, du fait qu'on a des inégalités. Enfin voilà, tout est de leur faute. Sauf qu'est-ce qu'ils apportent comme service quand même ? Et qu'est-ce qu'ils apportent également comme puissance financière ? Et tout ça, quand on apporte de la puissance financière, il y a aussi l'innovation à l'intérieur. Ne l'oublions pas, l'innovation, ça se répand dans la société. Donc voilà, ce n'est pas que des grands méchants, c'est aussi des gens qui nous apportent des choses. Inaudible par l'opinion publique, Wilfried, tu en as conscience. Oui, voilà, c'est ça. On va dire c'est un discours qui n'est pas nécessairement un discours central aujourd'hui. J'ai conscience de ne pas être totalement au barycentre des préoccupations. Le responsable politique qui viendra, mes chers compatriotes. L'organisation de la société a un coût. Voilà. Ouais, et puis on n'a plus le temps, mais on n'est pas très très loin du Covid avec cette histoire-là. Absolument. Voilà. Non, mais absolument. Et avec le coût du confinement et le prix de la vie. Voilà, exactement. Cette formidable discussion autour du prix de la vie. Exactement. Qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en face d'un certain nombre de valeurs qu'on considère comme étant importantes, mais qui ne peuvent se défendre que si on a une certaine puissance financière. Il va falloir gérer l'aller-retour entre les deux. Bien. On est au bout, mon cher Wilfried. On aura l'occasion de reprendre cette conversation. On aura l'occasion de reprendre cette conversation en septembre, absolument, avec grand plaisir, parce qu'effectivement, à la fin de la semaine, on va tirer le rideau et... Voilà, poser les tongs. Allez se reposer un peu. Wilfried Galland qui était avec nous donc sur Bismart. Et donc, chose promise, chose due, on a démarré avec les drones. On va finir avec les drones. Et avec donc Jean-Marc Crépin, Azure Drone. Alors, il était venu nous voir, c'était il y a un petit moment, hein, c'était en septembre dernier. Mais vous allez voir, l'interview est passionnante. Le business model autour des drones, on est au cœur de cette fameuse convergence entre l'industrie et les services. Le business model est lui aussi très intéressant. Et donc, on se retrouve demain.